Mm. C'est parti, on va couper le test. Je vais m'assurer que c'est bon les photos. C'est bon, okay. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode Asmaoulakom. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Guinée-Conakry à la rencontre de Monsieur Siaka Barry, président du parti politique MPDG, Mouvement Populaire Démocratique de Guinée. Oui. Bonjour Monsieur Siaka, comment allez-vous? Bonjour Asmao, je vais bien, ça va et vous? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur aujourd'hui d'être avec vous aujourd'hui et parler de votre parcours de jeunesse, de culture, de votre passage en tant qu'ancien ministre de la Culture et du Sport en Guinée. Donc, vous êtes issu d'une famille très pieuse, religieuse en Guinée-Conakry, à Kankan, dans votre ville natale. Donc, vous allez apprendre à écrire, à lire en Côte d'Ivoire. Vous allez être emmené par vos parents. Bien sûr. Pour y rester un moment avant de revenir sur Conakry. Donc, à cette époque-là, comment étaient ces moments? Quels sont vos souvenirs? Racontez-nous votre parcours à partir de là. Ok, merci Asmao de nous donner l'opportunité de parler de ma modeste personne, de glaner ça et là quelques conseils pour la jeunesse qui vous suit et qui me suivra à travers donc vous par ce canal. Parler de cette époque serait un peu difficile pour moi parce que je l'ai vécu de façon très vague, étant tout petit, étant tout enfant d'ailleurs. Mais ces souvenirs, il y a des souvenirs beaucoup diffus qui restent en moi parce que, comme on le dit souvent, il y a des souvenirs qui sont impérissables. Je ne suis pas né en Côte d'Ivoire, je suis né à Kankan. Kankan, c'est ma ville natale. Kankan, c'est la ville natale de mes parents. Je suis Bari, mais Bari de la dynastie Peul du Fouta, du Fouta théocratique, ce qui est une évidence. Je suis de l'aile Sérianké. Vous savez, la grande famille Bari, la dynastie Bari, a deux grandes branches, la branche Sérianké et la branche Seydianké. Je suis de la branche Sérianké. Mais par migration, mes grands-parents viendront s'installer pour diffuser l'islam dans la région de Kankan, plus précisément dans le petit royaume de Balmana. Et c'est ainsi que mon grand-père sera le tout premier imam de cette localité. Donc mes parents naîtront là et cette localité se trouve à 60 km de Kankan. Mes parents y naîtront, nous-mêmes nous y naîtrons. Et moi, ma naissance a coïncidé sous la Révolution à ce qu'on a appelé le Shaitan 75. Le Shaitan 75, sous le président Ahmed Sékou Touré, a été la lutte engagée donc par la Révolution guinéenne contre le trafic et le petit commerce. Et mon père, qui était dans le petit commerce, donc s'exilera avec sa petite famille vers le pays qui lui paraissait être le plus proche, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Bon, donc voilà pourquoi je ne suis pas né en Côte d'Ivoire, je suis né à Kankan, mais j'ai rejoint mes parents en exil en Côte d'Ivoire, donc tout bébé. J'y serai jusqu'en 1984, donc avec les parents. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'ai pas assez de souvenirs. Là-dedans, j'étais bébé, pratiquement. Lorsque le président Ahmed Sékou Touré tire sa révérence donc, et rejoint l'appel de Dieu, nous retournons en Guinée, donc notre patrie d'origine, et je continue maintenant mon cursus scolaire et universitaire ici en Guinée. D'abord à l'école Almamissa Mori Touré de Kankan, qu'on a appelé communément Kabada, à l'école Mourfindia Diabaté au niveau secondaire, au lycée 3 avril de Kankan, puis à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où je sortirai avec un diplôme en sciences économiques, option finance. Donc je suis économiste de formation, financier de profil. À partir de ma sortie de l'université Gamal Abdel Nasser, j'aurai la chance de travailler pour plusieurs institutions nationales et internationales, ce qui me mènera d'abord à l'intérieur du pays,
pour la coordination de plusieurs projets à l'intérieur de la Guinée, mais aussi, par chance, ce qui me mènera hors des frontières de la Guinée. Donc, comme cadre international, essentiellement au Tchad. Au Tchad, où je resterai jusqu'en 2011. Et après l'élection du président Alpha Condé à la tête de la Guinée en 2011, il me donnera la chance et l'occasion de venir servir mon pays au niveau de l'administration publique. Il vous fera appel? Bon, le ministre de l'Éducation à l'époque me fera appel parce que jusqu'en 2011, le président Alpha Condé ne me connaissait pas. Ah. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jusqu'en 2011, il ne me connaît pas. Le ministre de l'Éducation à l'époque me fera appel après avoir vu donc mon parcours et mon CV, puisque je travaillais pour un projet de l'éducation au Tchad. Et donc, je me suis dit, au lieu de mettre ma compétence au service d'une autre nation, d'un autre peuple, pourquoi ne pas rentrer dans mon propre pays et servir mon pays? Voilà. Donc, voilà comment je rentre donc sur appel de ce ministre de l'Éducation pour venir occuper le poste de coordinateur national du programme sectoriel de l'éducation qui était financé à l'époque par la Banque mondiale et l'Agence française de développement, l'AFD. Voilà. Donc, de 2011 à 2015, je serai coordinateur de ce projet avant de me retrouver ministre de la culture, des sports et du patrimoine historique. Mais nous en Le parcours académique est varié. Comment cette diversité a-t-elle enrichi votre quotidien? C'est vrai, mon parcours académique est varié, mais je suis fier de le dire, je suis un pur produit de l'école guinéenne. Un pur produit de l'école guinéenne. Je suis de ceux-là qui pensent que ce n'est pas la situation géographique qui détermine le sérieux de la connaissance. Voilà, on peut apprendre la connaissance, on peut apprendre le savoir partout où nous sommes, on y accorde beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement. Moi, j'ai fait mes études primaires ici en Guinée, mes études secondaires ici en Guinée, mes études supérieures ici en Guinée. Je suis sorti de l'université Gamal Abdel Nasser avec une maîtrise, un diplôme de maîtrise en sciences économiques, option finance, comme je vous l'ai dit. La maîtrise, à l'époque, parce que vous n'aviez pas le système LMD, à l'époque, la maîtrise, c'était un bac plus 4. Je crois que c'est ce que vous appelez aujourd'hui le master 1 ou je sais pas, master 1. Mais à l'époque, c'était une obligation. En troisième année, vous aviez la licence. En quatrième année, vous aviez la maîtrise. Ce n'est qu'à ma sortie avec cette maîtrise-là, et pendant que j'ai connu le monde professionnel, que j'aurai la chance d'avoir quelques bourses et quelques formations à l'extérieur dans des universités mondialement reconnues. Mais de base et à la base, je suis un pur produit de l'école guinéenne. Maintenant, cela a positivement marqué pas seulement ma jeunesse, mais toute ma vie. Voilà, parce que la nature de votre formation détermine votre propre nature. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est cette formation qui m'accompagne. D'où vient cet engagement pour le service public? Ministre des Sports, de la Culture, de l'Urbanisme, je pense. D'engagement pour le service public au départ. Okay. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé pour les institutions. J'ai même travaillé pour le secteur privé pur et dur, parce que j'ai travaillé dans quelques entreprises commerciales. Mais c'est le goût ou la passion pour le développement qui m'a mené vers les institutions internationales de développement. J'ai travaillé pour ONG humanitaires, oui, humanitaires, telles que Handicap International, qui est une ONG française basée à Lyon. J'ai travaillé, d'ailleurs j'ai commencé mon engagement humanitaire au sein de cette ONG, qui avait ici les Nations Unies à travers le Haut Commissariat aux réfugiés. J'ai travaillé pour le Programme des Nations Unies pour le développement. J'ai travaillé pour le Fonds européen pour le développement. Mais si vous remarquez, il y a une constante. Chaque fois que je parle d'un employeur, il y a le terme ou la terminologie développement là-dedans. Donc, le développement a été une passion.
Et c'est cette passion du développement qui m'a amené aussi à travailler pour d'autres pays africains, notamment le Tchad. Et j'étais en poste à N'Djamena lorsque j'ai eu à faire, pas une autocritique, mais quand même une prise de conscience, en disant, ben, écoutez, il est quand même beau de travailler pour d'autres nations, de glaner ça et là des liasses de dollars, mais il serait encore beaucoup plus judicieux de venir mettre sa modeste compétence au service de sa propre nation. Et c'est ce que j'ai eu à faire en 2011 en rejoignant la Guinée. Vous avez également une longue carrière au sein d'ONG, comme vous l'avez dit, vous avez commencé à travailler une ONG à Lyon, en France. Vous avez une longue carrière au sein d'ONG, d'institutions internationales, bien sûr, telles que le Fonds européen, le FED, je crois. Et ensuite, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Vous jonglez dans pas mal de domaines humanitaires, donc vous avez été bénévole à l'époque. Bien sûr. Et en tant que bénévole, un CV aussi rempli comme vous qui avez, enfin, politicien, ministre, tout ça, vous avez été bénévole à un moment donné. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que bénévole en étant dans la peau d'un grand homme qui a un emploi du temps chargé, qui potentiellement voyage dans tous les pays du monde entier, qui rencontre des personnalités, se retrouve bénévole au sein d'une association qui se met à disposition des gens, qui leur apporte de l'aide, du soutien. Et qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bon, on ne le fait pas, pour être franc et honnête, pour ressentir quelque chose. Peut-être chose qu'on peut ressentir là, c'est la satisfaction du devoir accompli. Or, on ne finit jamais d'ailleurs d'accomplir un devoir pour sa nation et pour sa patrie. Comme je l'ai dit, pour moi, c'était une passion. La passion de servir. Et non de se servir. Et non d'être toujours servi, mais de servir les autres. Vous savez, nous sommes dans un pays très pauvre. Nous faisons généralement partie des 15 PMA. Les PMA, c'est les pays les moins avancés. C'est un euphémisme pour désigner les pays très pauvres. Et pour quelqu'un qui naît dans une telle nation, dans un tel pays, et qui a eu à avoir le privilège d'être aux soins de ce pays-là, accompagné par ce pays-là, pour accomplir tout son cursus scolaire et universitaire, vous devez avoir quand même le sens du devoir de vous mettre au service de cette nation. Et la meilleure façon pour moi de le faire était de servir ma nation là où je sentais qu'elle avait le plus besoin, c'est-à-dire dans le domaine du développement. Le développement, d'abord, c'est quoi? C'est se mettre au service de sa nation pour bâtir un système éducatif fiable, pour bâtir un système sanitaire solide, pour bâtir un système agricole, pour un système d'autosuffisance alimentaire qui puisse quand même lutter contre la famine et contre la pauvreté, etc., etc. Et donc, c'est quand vous vous mettez au service de votre nation, devant donc toutes ces thématiques-là, qu'à un moment donné, vous avez la satisfaction d'avoir quand même contribué à l'amélioration des conditions de vie de vos concitoyens. Je n'ai pas dit cette satisfaction-là, il n'y a pas autre chose que vous devez attendre de votre nation, puisqu'elle vous a déjà tout donné. Comme le disait l'autre, au lieu de vous poser la question « qu'est-ce que ma nation a fait pour moi ?», posez-vous la question « qu'est-ce que je dois et j'ai pu faire pour ma nation ?» Voilà. Parcours, très beau parcours apprécié surtout par les jeunes. Comme vous l'avez dit, comme vous l'évoquez, comme on le remarque, la jeunesse, c'est la base, c'est le soutien primordial de toute une nation. Comme vous l'avez dit, quand la jeunesse est là, mais tout peut aller pour le mieux. Donc, j'en déduis qu'en fait, pendant votre mandat, quelle est cette réalisation dont vous êtes le plus fier en fait? Vous avez réalisé pas mal de trucs, mais qu'est-ce qui vous... Quand vous le voyez, vous ressentez cette fierté à dire que j'ai réalisé ça, ça a pu impacter ceci, ça a pu être un exemple. Quand on parle des réalisations sous nos cieux, les gens voient souvent cela de façon matérielle, sous ses aspects matériels, sous ses aspects physiques. Or, toute réalisation n'est pas physique ni matérielle. Je l'ai dit quand je suis passé à la tête du ministère de la Culture et des Sports. Je l'ai dit le jour de ma passation des services.
que les réalisations dont je peux m'enorgueillir ne sont pas nécessairement des réalisations physiques et matérielles. Physiques et matérielles, il y en a. Il y en a. Parce que de 1958 jusqu'à mon passage au ministère, la Guinée n'avait pas une seule bibliothèque nationale. En 20 mois, j'ai pu doter mon pays d'une infrastructure toute neuve qui sert aujourd'hui de bibliothèque nationale. Félicitations. De 1958 jusqu'à mon passage, la Guinée n'avait pas pu résoudre le problème du musée de Niagassola, par exemple. Niagassola, c'est un village mythique. C'est un village à la fois mythique et mystique. Il y a une nuance. C'est un village mystique, mais mythique à la fois. Parce que c'est ce village aujourd'hui qui est dépositaire du balafon mystique et mythique de Soumaoro Kanté. En 1235, ce balafon est retourné dans le giron de l'empereur Sundiata Keïta. Et l'empereur Sundiata lèguera ce balafon en héritage à sa descendance. Donc les princes Keïta du Mandé. Et ce sont ces princes qui donneront l'avantage de la garde de ce bijou sacré à la grande famille Kouyaté de Niagassola. Et donc, imaginez, de 1235 jusqu'en 2016, ce balafon était presque abandonné à la merci des intempéries et à la merci, malheureusement. Ce n'est pas pour rien que dans l'Afrique noire d'expression française, vous avez été le premier peuple à revendiquer votre liberté et votre indépendance et à l'avoir conquise du climat et de toutes les insécurités. En moins de 20 mois, j'ai réussi à bâtir, à construire un musée qui est toujours présent à Niagassola. Et ça, c'est symbolique et à la fois, c'est opérationnel. Mais tout cela ne constitue pas pour moi un motif de fierté. Parce que là, c'est du béton. Là, c'est du matériel. Là, c'est ce qui est physique. Ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir réussi à bâtir à un moment donné cette communion entre toute la jeunesse guinéenne, sans distinction d'ethnie, de religion et de région. C'est ce qui est très important. Parce que c'est dans des facteurs d'unité et d'union qu'on peut bâtir le développement. Sans unité, sans union, il n'y a pas de développement. Or, le vecteur principal d'union dans un pays ou dans une nation, c'est à travers la culture, à travers le sport et à travers le patrimoine historique. J'avais la chance de gérer ces trois secteurs-là. Et la petite histoire, vous allez quand même avoir des témoignages. Sous mon magistère, la Guinée, heureusement, a réussi à avoir une jeunesse soudée autour de ses valeurs. Et le fait que cette jeunesse-là était unie, était beaucoup engagée ensemble, en synergie, pour aller vers un objectif commun, cela a fait que dans l'intermède 2016-2017, la Guinée a engagé beaucoup de succès, tant sur le plan culturel que sur le plan sportif. Ce sont ces succès-là qui me rendent souvent fier. Pas fier de moi-même, mais fier de cette jeunesse, à l'époque, qui commençait à relever la tête devant d'autres jeunes, d'autres nations. Donc, je prends un exemple. L'Afrique a un incroyable talent. C'est nous qui l'avons remporté sous mon magistère. Mais c'est par l'unité que nous avons réussi à le faire. Et, plusieurs prix à travers l'Afrique, au niveau culturel, au niveau sportif, et plusieurs qualifications au niveau sportif. Tout cela, c'était parce que, à un moment donné, il y avait une dynamique qui poussait les jeunes à être ensemble et à se donner les mains. Selon vous, quelle est l'importance du sport pour la jeunesse et le développement de notre pays? Ben, je l'ai dit tout de suite que le sport est le principal vecteur d'unité. Et ça, il n'y a pas de développement sans unité. C'est pas possible. Partout où les hommes se sont unis, les hommes ont progressé. Il y a une sorte de corrélation
entre progrès social et unité des hommes. Le sport, donc, cimente cette unité-là. Le sport cimente surtout le désir d'appartenance à un destin commun et des revendications de ce destin commun. Quand vous prenez par exemple le Sidi national, il n'y a pas un facteur d'union nationale en Guinée plus que le Sidi national. Il n'y en a pas. Lorsque le Sidi national joue, c'est toute la Guinée qui joue. Un collectif très remarqué. N'est-ce pas? Vous avez 11 personnes qui nous représentent sur un petit carré, mais avec ces 11 personnes, vous avez 15 millions de Guinéens qui jouent avec eux. Vous ne trouverez nulle part un Guinéen qui dit « je ne me reconnais pas en ces 11 personnes-là ». Voilà ce qui cimente notre unité. Le sport est le vecteur donc de l'unité, de l'amour et partant de la paix. Parce que là où il y a l'unité, il y a l'amour, il y a la paix. En tant qu'ancien ministre des Sports, je peux encore une fois donner ces conseils à la jeunesse en leur disant que le sport, bel et bien, est un jeu, mais ce n'est pas une blague. Il y a une nuance. Le sport est un jeu, mais ce n'est pas une blague. Vous êtes passionné de sport, de foot, de basket. Il y a un de vos garçons qui joue potentiellement au basketball dans l'équipe. Sidi, votre garçon aîné qui était à l'époque qui joue au foot, qui joue au football, bien le foot. Qui est passionné de football. On voit un peu sur les réseaux comment vous taquinez, oui, effectivement. les petites anecdotes, les petites etc. Mais est-ce que vous avez un sport que vous avez pratiqué à l'époque ou maintenant ou Bon, comme tout enfant de cancan, nous avons pratiqué le foot. Mais ce foot, c'est pas le foot comme on le connaît. C'est le foot de la rue. C'est ça. Hein, ça, c'est tous les garçons de cancan à cet âge. Nous l'avons pratiqué, voilà. Autant on pratiquait sur le plan culturel les balles poussières, autant on pratiquait le foot poussière. Hein? Voilà. Donc, mais par contre, nous avons une passion dans notre maison, une forte passion pour le sport. Avant Sidi, vous avez parlé de mon fils Mohamed qui joue au basket, mais l'homonyme de Mohamed est l'homonyme de mon grand frère aîné. Mon grand frère aîné était un joueur professionnel qui est allé jusqu'à jouer pour le Milo Football Club de Cancan. Voilà, donc il a été à un niveau très élevé, en première division. Donc ce n'est pas nouveau, c'est une maison qui adore le sport en général, le foot en particulier, et Mohamed est venu diversifier cela avec aussi le basket. Quels sont vos projets actuels pour continuer à soutenir la jeunesse? Bon, nous avons beaucoup de projets. C'est vrai que je suis homme politique. Je le dis souvent, je suis homme politique, mais je ne fais pas que de la politique. Pas que. Voilà, donc je ne fais pas que de la politique. Nous avons beaucoup de projets qui s'implantaient en parallèle avec notre engagement politique. On anime beaucoup de conférences dans les universités. Quelque chose que nous avons essayé donc de formaliser en créant un pool de formation pour les jeunes, formation dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines de prédilection qui sont conformes à mon propre parcours et à ma propre formation. Donc, je donne des conférences, je donne formation pour les jeunes, je m'associe à d'autres formateurs pour faire des journées d'orientation pour la jeunesse, donc pour renforcer leur leadership, renforcer leur esprit managérial, contribuer à leur épanouissement en tant que citoyen modèle. De mes propres projets personnels, je fais beaucoup de consulting, voilà, et beaucoup de recherches, surtout en histoire. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, je suis un passionné d'histoire. Un passionné d'histoire. Je suis économiste de formation, mais historien par passion. Donc, l'histoire de la Guinée, l'histoire des peuples africains, des peuples noirs en général. Voilà d'où je viens, puis le peuple mandingue, toutes les grandes civilisations de l'Ouest africain, les grandes civilisations africaines du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité. Il dépend de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. Et je suis dans la recherche. Peut-être
cette recherche-là sera couronnée par un ouvrage très bientôt, mais un ouvrage que je veux probablement dans le domaine de l'histoire. Le secteur privé et les initiatives citoyennes peuvent-ils contribuer au rayonnement de notre culture? La Guinée a une grande culture très vaste, très connue, qui a une similarité avec la culture du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal un peu. Surtout les Peuls ont cette culture commune. Et comment vous, le secteur privé et les initiatives citoyennes peuvent-ils contribuer à ceci pour vous? Bon, comme vous l'avez dit, la Guinée, avant d'être un scandale géologique, est un scandale culturel. Mais malheureusement, nous parlons aujourd'hui beaucoup plus de Simandou 2040, en occultant le fait que si nous utilisons à bon escient les retombées de ce Simandou 2040, nous pourrons certainement, comme le disent même les initiateurs, développer d'autres pans très intéressants afin d'asseoir un développement durable sur un socle durable. Nous sommes un scandale culturel et touristique. Si vous prenez les civilisations africaines, le noyau de plusieurs civilisations africaines se trouve, en tout cas de l'Ouest africain, se trouve ici en Guinée. Autant la plupart des fleuves qui baignent cette région de l'Afrique prennent leur source en Guinée, autant les civilisations qui ont eu à écumer cette partie de l'Afrique de l'Ouest prennent leur source en Guinée. Je prends les deux plus grandes civilisations ouest-africaines. La civilisation mandingue a sa source ici en Guinée. La capitale de l'Empire du Mali, Niani, se trouve sur l'espace géographique de la Guinée. Vous prenez la civilisation Peul en général. Et là, je parle du Fouta Toro, je parle du Massina, je parle maintenant du Fouta Djallon, etc. Je parle même de tâchement de la civilisation Peul jusque vers l'Afrique, au Nigeria et au Niger, dans l'Adamawa. Tout cela prend sa source ici, en Guinée. Parmi toute cette civilisation Peul, quelle est la civilisation qui a porté haut, loin et fort l'identité Peul? C'est la civilisation du Fouta théocratique. C'est ici, en Guinée. Et quand vous prenez les civilisations forestières, c'est ici le berceau. Ça, c'est dans le royaume Thomas ou dans le royaume Pelé et Manon. Voilà un peu ce que c'est que notre nation. Une nation riche de son vécu, riche de son histoire, mais surtout riche de sa civilisation bariolée. Mais malheureusement, que tirons-nous comme profit de cette civilisation-là? Rien, absolument rien. Parce que nous, descendants de ces fiers empires, nous n'arrivons pas encore à valoriser ce que nous sommes nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à valoriser cela. Et c'est à la valorisation de ces civilisations-là que doit s'atteler aujourd'hui cette jeunesse guinéenne. Et c'est ça aussi mon combat. Mon combat en conscientisant la jeunesse, en leur rappelant leur fierté d'antan, en leur rappelant leur personnalité d'antan, qui n'étaient pas des fiertés moindres, ni des personnalités moindres. En leur disant, droit dans les yeux, écoutez, vous n'avez pas raison de baisser les bras. Au contraire, vous avez la lourde responsabilité, la lourde tâche de hisser haut le flambeau de la fierté, de la dignité et de la personnalité africaine. Parce que chacun et chacune d'entre vous se trouve être quelque part descendant d'un certain Sundiata Keïta, d'un certain Almami Samori Touré, d'un certain Soumaoro Kanté, d'un certain Bokar Birobari, d'un certain Alpha Yaya Diallo, d'un certain Dina Salifou, d'un certain Zebela Toba Pivi ou d'un certain Kisikaba Keïta. Vous êtes les fiers héritiers de ceux-là. Voilà un peu que nous devons dire aujourd'hui à cette jeunesse guinéenne pour qu'elle sache d'où elle vient, par conséquent qu'elle sache où elle va. Que nous tendons vers la fin
de cet échange. C'était vraiment un moment privilégié, un très bon moment passé à vos côtés. Merci, Monsieur Barry, d'avoir déjà accepté l'invitation, de m'avoir accueilli dans vos locaux. Et voilà. Quant à vous, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci, à bientôt.